Ils ont activement évité la guerre avec la Russie. Nous avons essentiellement parrainé un conflit par procuration en Ukraine en fournissant des armes et des munitions. Malgré les commentaires de Macron sur les troupes et les commentaires de David Cameron sur les missiles Storm Shadow utilisés en Russie, nous avons toujours évité de déployer des troupes de l'OTAN en Ukraine parce que nous ne voulions pas être entraînés dans ce conflit. Mais d'un autre côté, nous ne voulions pas non plus la paix. Nous n'avons pas vraiment voulu nous réengager dans un processus qui mènerait à la résolution des défis entre la Russie et l'Ukraine à long terme. Cela inclut de parvenir à un certain consensus et compromis sur le Donbass et la Crimée, ainsi que sur les deux autres oblasts que la Russie a saisis depuis le début de la guerre. Tout ce que nous avons fait a évité la possibilité de négociations directes avec Poutine, que nous voulons annuler. Nous n'aimons pas Poutine. Ne parlons pas à Poutine. Sanctionnons absolument tout ce qui est lié à la Russie et excluons la Russie de tout. Donc toutes nos actions indiquent que nous ne voulons pas non plus la paix. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, je suis Pascal des études de neutralité. Aujourd'hui, je parle à un ancien diplomate britannique, M. Ian Proud. Il a été membre du service diplomatique britannique de 1999 à 2023. Pendant cette période, il a travaillé en Thaïlande et en Afghanistan, ainsi que de nombreuses années directement depuis le 10 Downing Street. Cependant, son poste le plus marquant a été celui de conseiller économique à l'ambassade du Royaume-Uni à Moscou de 2014 à 2019. Il a récemment publié un livre intitulé « Un inadapté à Moscou. Comment la diplomatie britannique en Russie a échoué ». C'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Alors, Monsieur Proud, bienvenue. To talk about today. So, Mr. Proud, welcome. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est agréable de vous voir, même de si loin. Vous êtes au Japon et je suis en Angleterre. Exactly, and we want to kind of discuss English or let's say Exactement. Nous voulons discuter de la diplomatie britannique aujourd'hui. J'aimerais d'abord me concentrer un peu sur votre livre, car vous y abordez plusieurs sujets. Vous écrivez au début que vous abordez la politique étrangère britannique d'un point de vue réaliste. Dans les toutes premières pages, vous rejetez la représentation caricaturale de la Russie et de Vladimir Poutine comme le marionnettiste de tout ce qui est russe. Pourriez-vous expliquer pourquoi vous avez décidé de commencer votre livre par quelque chose qui n'est pas très populaire à dire de nos jours? that these days is actually not very popular to say. J'ai passé 4 ans et demi à Moscou, comme vous l'avez justement dit, pendant une période assez tendue. Cette période a commencé avec l'imposition de sanctions occidentales contre la Russie suite à la crise ukrainienne. Elle s'est poursuivie avec l'attaque à l'agent neurotoxique de Salisbury et les expulsions massives de diplomates qui ont suivi. Ma principale réflexion de cette époque est que la politique étrangère du Royaume-Uni envers la Russie, ainsi que la politique étrangère américaine, aggravaient en réalité la situation. Cela n'aidait pas à réduire les tensions, ni à résoudre le conflit en cours avec l'Ukraine. J'ai ressenti une frustration face à la nécessité de mieux comprendre la Russie pour avoir un dialogue plus engageant avec la Russie et l'Ukraine. C'est essentiel pour résoudre les difficultés profondément enracinées entre ces deux pays. That makes a lot of sense, which is one of the reasons why Cela a beaucoup de sens, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entre nous sont si frustrés lorsque nous entendons dans les médias que tout ce que vous devez savoir sur la Russie, c'est que Poutine est maléfique et que nous devons les combattre avec plus d'armes. Quand cela s'est-il produit? Vous avez vu le discours sur la Russie se développer, n'est-ce pas? Quand a été le grand point de rupture où vous avez pensé que quelque chose allait sérieusement mal dans la façon dont la perception publique était façonnée envers la Russie? perception is being shaped toward Russia.
Je pense que cela a vraiment commencé dès le début de la crise ukrainienne, même avant que les manifestations de Maïdan ne commencent à émerger. Dans la période précédant le sommet de Vilnius, du partenariat oriental de l'UE, le récit médiatique au Royaume-Uni a encadré le débat sur l'accord d'association de l'Ukraine avec l'Europe comme un jeu à somme nulle entre l'Occident et la Russie. Le récit Serer suggérait que l'Occident devait gagner et que la Russie devait perdre dans cette situation. Il m'a toujours semblé qu'à long terme, les meilleurs intérêts de l'Ukraine seraient servis par une relation positive et plus profonde avec l'Occident, tant sur le plan économique que possiblement politique. Cependant, il est également important pour l'Ukraine de maintenir ses liens de longue date avec la Russie. L'idée que l'Ukraine devait choisir entre la Russie, avec son ancien système soviétique, et l'Occident brillant et libéralisateur ne m'a jamais semblé être un choix légitime. L'Ukraine a des racines profondes à la fois en Europe et en Russie. L'idée qu'il devrait choisir entre les deux m'a toujours paru ridicule. Mais ce choix n'a pas été imposé à l'Ukraine par la Russie, n'est-ce pas? C'était décidément une initiative de lui-même. En 2014, concernant l'accord d'association, l'Ukraine avait deux offres sur la table. L'offre russe stipulait qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce que l'Ukraine ait également un accord avec l'Union européenne. Cependant, l'offre de l'UE exigeait que l'Ukraine choisisse exclusivement entre les deux. Si l'Ukraine choisissait l'accord russe, l'offre de l'UE serait retirée. Ce n'était pas seulement une décision britannique, bien que la Grande-Bretagne faisait partie de l'UE à l'époque. La rupture significative est survenue en 2016 avec le Brexit. Quelle était la position britannique lorsque cela s'est produit, pendant ce moment décisif où les Ukrainiens devaient choisir? Le Royaume-Uni soutenait absolument cette position. Nous avions des réserves concernant l'UPEL, l'accord de partenariat oriental et des initiatives similaires. Cependant, l'idée d'éloigner l'Ukraine de l'influence russe était quelque chose que le Royaume-Uni soutenait pleinement. Nous voulions que l'Ukraine ait un avenir plus radieux, aligné avec le côté libéral occidental, loin de la Russie. Malgré les frictions au sein de l'UPEB, souvent provoquées par le Royaume-Uni, Leonard Ferks tend la position d'Oring sur l'accord d'association. L'un des défis avec l'accord d'association était qu'il offrait ostensiblement davantage de partenariats économiques avec l'Ukraine, mais comportait de nombreuses conditions politiques. Cela a créé la fausse idée que l'Ukraine ne pouvait commercer qu'avec l'UE et non avec la Russie. Cependant, si vous regardez les économies les plus prospères du monde, elles commercent avec tout le monde. Le Japon et la Corée du Sud en sont de bons exemples. Ces économies asiatiques dynamiques ne choisissent pas avec qui elles entretiennent des relations. Elles visent des relations mondiales. Je pense que c'est la grande erreur, mais le Royaume-Uni était très impliqué dans cela. Maintenant, c'est très intéressant de vous entendre, vous qui avez servi dans le service diplomatique britannique. Je dois souligner que les services étrangers ont tendance à recruter les personnes les plus brillantes, parce qu'ils ont besoin d'individus qui parlent de nombreuses langues et qui sont bien connectés. Naturellement, vous analysez les relations internationales. Dans votre livre, vous écrivez que, avant de publier le manuscrit, vous l'avez remis au Foreign Office et ils ont supprimé environ 4000 mots. Donc, il y a eu une certaine censure et vous en témoignez. Quelles sont les choses, sans les spécifier, qui aujourd'hui ne sont toujours pas communicables, même pour quelqu'un comme vous qui est à la retraite? Eh bien, l'essentiel de mon livre est qu'il offre une opinion personnelle. C'est la chose la plus importante à retenir. Je ne suis pas d'accord avec la politique étrangère du Royaume-Uni
et j'ai essayé très fort de m'en tenir à cela lorsque j'ai écrit le livre. J'ai été très fidèle à cette approche. Cependant, tout ce qui suggère un accès ou un aperçu de quelque chose de secret, y compris les organisations de renseignement, devait être supprimé. Bien que je n'ai pas intentionnellement inclus quoi que ce soit de secret, il y avait encore un peu de négociation. Au final, 4000 mots ont dû être retirés du texte pour satisfaire le gouvernement britannique. Maintenant, une question fondamentale, parce que vous avez abordé le livre de manière très honnête, intellectuellement, en parlant de manière directe. Il y a des choses que vous savez que vous n'avez pas écrites. Et il y a des choses que vous avez écrites qui ont été supprimées, n'est-ce pas? Cela soulève la question. Ce que vous avez écrit est-il biaisé? Nous nageons actuellement dans la propagande. En quel sens pensez-vous qu'un livre qui ne révèle pas tout peut encore contribuer à notre compréhension des relations britannico-russes de manière honnête? Eh bien, j'ai abordé cela de la manière la plus honnête possible. Je pense que tout le monde a ses préjugés, et je ne fais pas exception. Au cours de mes 10 années d'études de la Russie, j'ai eu accès à une quantité énorme d'informations, dont la plupart je ne peux pas partager. Mais en partageant mes opinions, j'ai essayé de donner mon point de vue personnel et honnête, basé sur mon évaluation intellectuelle de la Russie. Cela inclut des informations que j'ai obtenues de sources gouvernementales britanniques et de mon expérience de vie en Russie et de rencontres avec des Russes. Donc, j'essaye d'être aussi honnête que possible. De toute évidence, les gens ne seront pas d'accord, et c'est tout à fait normal. L'un des objectifs de la diplomatie est de promouvoir la conversation. Personne n'a 100% raison sur quoi que ce soit. Lorsque nous ne sommes pas d'accord, engageons une conversation à ce sujet. Découvrons pourquoi nous ne sommes pas d'accord et cherchons des domaines où nous pouvons trouver un terrain d'entente. Je ne prétends pas avoir une compréhension parfaite de la situation, mais c'est mon opinion de la manière la plus impartiale possible. Je suis heureux d'en discuter avec n'importe qui. C'est une très bonne approche. Donc, en un sens, même si nous ne pouvons pas tout savoir de ce que vous savez, nous comprenons que les choses que vous ne partagez pas influencent toujours l'opinion que vous partagez. Donc, c'est ce que nous pouvons croire. Vous écrivez de manière très intéressante que pendant de nombreuses années, les gens ont soutenu, de manière quelque peu inutile, que nous devons dissuader la Russie. Avant la guerre, les gens disaient que nous devions dissuader la Russie. Puis la guerre a eu lieu, et nous disons toujours que nous devons dissuader la Russie. Mais vous posez ensuite la question, dissuader de quoi? De quoi s'agit-il exactement? Comment voyez-vous ce discours évoluer? How do you see that discourse developing? Eh bien, notre objectif devrait être que la Russie et l'Ukraine coexistent pacifiquement et gèrent leurs tensions. De plus, le Royaume-Uni, l'URME et les États-Unis devraient également viser à coexister pacifiquement avec à la fois l'Ukraine et la Russie. Lorsque nous utilisons le langage de la dissuasion, nous établissons déjà la Russie comme l'ennemi dans cette relation. Notre objectif devrait être d'éviter une situation où la Russie se sent que nous sommes son ennemi et se sent obligée d'agir de manière de plus en plus hostile. On peut soutenir que si l'on regarde les événements qui se sont déroulés au cours de la dernière décennie, au lieu de dissuader la Russie, nous l'avons en fait provoquée par nos choix politiques délibérés, y compris le changement de gouvernement en Ukraine en février 2014. De plus, notre soutien aveugle aux sanctions comme seul moyen de punir la Russie et notre incapacité à encourager l'Ukraine à avoir un dialogue plus positif avec la Russie ont contribué à la situation. Au lieu d'aider l'Ukraine à résoudre ses différends avec la Russie,
Nous avons créé l'impression que nous soutiendrons tous les choix de l'Ukraine, qu'ils soient bons ou mauvais. Pourquoi cela s'est-il produit? Pourquoi votre vision d'encourager la Russie et l'Ukraine à s'entendre, même avant 2022, n'a-t-elle pas abouti, de 2014 à 2022, pendant les 8 années des accords de Minsk et du processus de Minsk? C'était l'idée du format Normandie. Pourquoi cela n'a-t-il pas eu lieu? Why did that not materialize? Eh bien, cela ne s'est pas matérialisé parce que les États-Unis, en particulier, mais aussi le Royaume-Uni, étaient investis dans son échec. Le processus de Minsk et les accords n'étaient pas parfaits, mais ils constituaient un point de départ pour les négociations entre l'Ukraine et les séparatistes du Donbass, avec la participation de la Russie, de l'Allemagne, de la France et de l'OSCE. Cependant, ce que les États-Unis et le Royaume-Uni ont fait, c'est créer une conditionnalité où les sanctions contre la Russie resteraient en place jusqu'à la mise en œuvre complète du processus de Minsk. Si vous gardez à l'esprit que toute structure de négociation politique complexe, comme l'accord de Minsk, nécessiterait des décennies pour se concrétiser pleinement, vous verrez le problème. En liant les sanctions à la mise en œuvre réussie de l'accord de Minsk, nous avons rendu les sanctions contre la Russie permanentes. Cela a attisé le ressentiment en Russie contre l'Occident et a dissuadé l'Ukraine de s'engager de bonne foi dans le processus de Minsk. Si je prends l'autre côté et vous pose des questions sur M. Poutine, n'était-ce pas la Russie qui sapait constamment les accords de Minsk? On entend cela tout le temps dans les médias. C'était la Russie qui les a sabotés, n'est-ce pas? Russia that sabotaged it, wasn't it? Eh bien, la Russie fournissait sans aucun doute un soutien militaire aux séparatistes dans le Donbass. Je ne pense pas que même Poutine ait fait un secret de cela à travers des déclarations voilées qu'il a faites dans divers forums. Il a été clair sur le soutien russe aux séparatistes. Mais en même temps, cela s'est produit dans le contexte où l'Ukraine ne faisait aucun progrès dans ses obligations de trouver une sorte de processus de dévolution dans le Donbass, impliquant des négociations avec les dirigeants séparatistes. Et en fait, quelques jours avant le début de la guerre, Dmytro Kuleba, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, a déclaré qu'il n'y aurait jamais de décentralisation dans le Donbass. Essentiellement, il disait que l'Ukraine ne respecterait jamais ses obligations en vertu de l'accord de Minsk. Les deux parties ont fait des choses qui sont mauvaises, et la Russie a absolument fait des choses qui sont mauvaises. Mais depuis le tout début, sachant que la mise en œuvre de Minsk par l'Ukraine augmenterait la probabilité que les sanctions contre la Russie soient levées, il n'y a jamais eu de motivation pour l'Ukraine de respecter sa part du marché. Ces 8 dernières années, nous avons vu le conflit dans le Donbass s'embraser à maintes reprises. Lors des jours décisifs de janvier et février 2022, nous avons vu M. Zelensky à la conférence de sécurité de Munich, tandis que le camp occidental parlait de la présence de troupes russes à côté de l'Ukraine. Je ne croyais pas que la Russie était sur le point d'envahir, et j'avais complètement tort à ce sujet. Ils étaient sur le point d'envahir. Un autre événement significatif a été l'augmentation massive des bombardements dans les régions du Donbass, selon les rapports de l'OSCE, qui est un observateur neutre. Ils ont compté le nombre d'infractions au cessez-le-feu. Alors, que pensez-vous de la situation en janvier et février 2022? Y a-t-il eu une escalade des deux côtés? February 2022, was there an escalation from both sides going on? Eh bien, je pense que l'escalade a vraiment commencé dès que Joe Biden est devenu président des États-Unis.
Cela a beaucoup enhardi l'Ukraine en termes de renforcement militaire, de non-respect de l'accord de Minsk et de posture agressive envers le Donbass. Sans aucun doute, la Russie fournissait également un soutien matériel aux séparatistes du Donbass. Mais l'Occident contribuait à envenimer considérablement la situation. Ce qui a conduit à des déclarations de personnes comme Dmytro Kuleba sur la décentralisation du Donbass étant complètement hors de question. La situation est devenue tellement envenimée que nous avons aidé. La Russie doit assumer la responsabilité ultime de lancer cette invasion contre l'Ukraine. Mais nous avons contribué à rendre ce point de rupture inévitable. Vous êtes revenu de Russie en 2019, puis vous avez travaillé depuis Londres. En 2022, vous êtes sorti de votre retraite à nouveau, comme vous l'avez mentionné dans votre livre. Étiez-vous en fonction en février, mars et avril 2022? In February, March, April 2022. Oh oui, non bien sûr. Je n'ai pas vraiment pris ma retraite avant 2023, mais j'ai été rappelé dans la sphère russe pour autoriser des sanctions. Les sanctions sont mon domaine d'expertise. À tort ou à raison, j'ai été impliqué dans l'autorisation de centaines de sanctions individuelles contre des personnes et des entreprises russes. Étant donné mon expérience, j'ai été impliqué dans le processus de ces sanctions contre la Russie, en ajoutant de plus en plus à leurs bénéfices, c'est évident. Il y a eu un moment fin mars ou début avril où le processus d'Istanbul a presque abouti à un accord de paix, ou au moins à un accord de cessez-le-feu, avec la neutralité de l'Ukraine, etc. Puis il y a eu la visite tristement célèbre de votre Premier ministre de l'époque, Boris Johnson. Dans mes cercles sur Internet, il y a toujours cette affirmation selon laquelle M. Johnson aurait dit à Zelensky de ne pas accepter et de continuer à se battre. Est-ce que c'était le cas? Boris Johnson a-t-il dit que l'Ukraine ne devrait pas faire la paix avec les Russes? Savez-vous quelque chose à ce sujet? Boris Johnson n'a pas caché qu'il ne voulait pas que Zelensky accepte ce processus. Dans ses commentaires publics après cette période, il était clair sur sa position. Regardez les commentaires de Boris Johnson après l'échec du processus de paix. Considérez également les commentaires de Liz Truss par la suite. Quelques semaines plus tard, elle a prononcé un grand discours exhortant l'Ukraine à continuer de se battre et à reprendre la Crimée, par exemple. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de doute à ce sujet. Nous devons simplement regarder les déclarations publiques faites par Boris Johnson et Liz Truss, qui était la secrétaire aux Affaires étrangères, incroyablement belliciste du Royaume-Uni à cette époque. Il n'y a pas de secret ou de conspiration là-dedans. Je me demande toujours pourquoi nous avons toutes ces personnes enregistrées, y compris Angela Merkel, Hollande et Petro Poroshenko, qui ont parlé de la manière dont le processus de Minsk était censé donner du temps à l'Ukraine pour se militariser contre la Russie. Pourtant, dans le récit occidental, cela est toujours considéré comme de la propagande russe. Pouvez-vous expliquer cela? Eh bien, pour être honnête avec vous, mon avis personnel est que Merkel et Hollande réajustent légèrement leur récit. À l'époque, le processus de Minsk était un processus très crédible. La toute première proposition de gestion du conflit dans le Donbass a en fait été faite par Poroshenko lui-même avant l'accord de Minsk I. Lorsque l'accord de Minsk I s'est effondré, Merkel et Hollande se sont impliqués et ont négocié à Minsk avec Loukachenko, Poutine et Poroshenko. C'était un effort sérieux pour établir un processus où l'Ukraine et les séparatistes du Donbass, soutenus par la Russie, pourraient résoudre le conflit à long terme. La France, l'Allemagne et l'OSCE étaient également impliqués. Dire rétrospectivement que tout cela était faux est injuste. À l'époque,
C'était une initiative diplomatique européenne sérieuse. Cependant, le Royaume-Uni n'était pas impliqué depuis le début du format Normandie à l'été 2014. Les États-Unis ne voyaient pas leur intérêt à soutenir ce processus. De l'implication de Victoria Nuland dans les manifestations de Maïdan et le renversement de Yanukovych, il est clair que les Américains se voyaient comme les leaders de l'effort plus que les Européens. Merci pour cela. Je pense que vous avez raison, surtout en ce qui concerne Merkel. Ce n'est pas une coïncidence que la guerre à grande échelle ait éclaté après sa retraite. Elle avait une influence significative, en particulier sur les néoconservateurs aux États-Unis et en Europe, pour les maintenir en échec. Merkel est également très soucieuse de ne pas être perçue comme un deuxième Schröder. Elle était très préoccupée par ce qui était arrivé à l'attrait public de son prédécesseur, M. Schröder, et elle ne voulait pas cela. Donc en ce qui concerne la modernisation, je pense que vous avez raison. Merkel et Poutine avaient une relation notoirement tendue et glaciale. Poutine parle couramment l'allemand, ce qui ajoutait une dynamique intéressante. Pendant mon séjour à Moscou, la diplomatie allemande avec la Russie était très active. Steinmeier, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, était très engagé sous la direction de Merkel. Malgré les défis dans leurs relations, la politique étrangère allemande avec la Russie était très active. Donc, pour Merkel de dire cela, je trouve ça légèrement risible, mais ce n'est que mon opinion. Cela a du sens. Merkel était celle qui s'accrochait à Nord Stream 1 et 2 parce qu'elle comprenait leur importance. Cela a disparu sous M. Scholz. La prochaine question, que vous sachiez ou non, je suis presque sûr que vous ne pourriez pas le dire. Mais savez-vous qui a fait exploser le pipeline Nord Stream? Non. Tout ce que je dirais, c'est que dès que j'ai vu cette nouvelle, ma première réaction a été que les Russes seraient fous de faire cela eux-mêmes. Depuis le début jusqu'à maintenant, et avec tout ce que j'ai vu depuis, dont une partie que je ne peux pas partager avec vous, je n'ai jamais cru que les Russes feraient cela. Pourquoi rompraient-ils un lien énergétique vital avec l'Europe? Pendant tout le temps où j'étais à Moscou, les Russes faisaient un lobbying intense pour Nord Stream 2. Même avec le Royaume-Uni, qui reçoit très peu de gaz de la Russie, moins de 2% de notre gaz était effectivement importé de Russie, ils faisaient toujours un lobbying intense. Mais néanmoins, les Russes faisaient pression sur tout le monde pour que ce pipeline soit approuvé. Il y avait des difficultés avec les Polonais, des difficultés avec les Danois et toutes sortes de défis juridiques. Évidemment, Merkel, comme vous le dites, s'y accrochait. Les personnes qui voulaient maintenir l'ancien système, le transit de gaz par l'Ukraine, qui à l'époque générait 3 milliards de dollars par an en revenus de transit, étaient les Ukrainiens. Les Ukrainiens et les Américains étaient ceux qui ne voulaient pas que Nord Stream 2 soit construit. C'est absolument clair. Mais qui a réellement fait exploser le pipeline? Mon Dieu, qui sait? Il y a beaucoup de spéculations. Personnellement, je n'ai jamais vraiment cru que les Russes auraient fait cela. Les Russes se tireraient une balle dans le pied si c'était vraiment le cas. Quoi qu'il en soit, je pense que nous pouvons nous éloigner de cette question. Ce qui me préoccupe davantage, c'est de savoir comment l'Europe a réussi à passer d'une bonne diplomatie, comme vous l'avez souligné. Minsk est une bonne diplomatie européenne, peut-être à son meilleur. Quand vous n'êtes pas d'accord, mais que vous proposez un processus auquel toutes les parties adhèrent plus ou moins, vous n'avez même pas besoin de suivre à 100%, mais vous avancez. Et puis nous en sommes arrivés là où nous sommes maintenant, c'est-à-dire une guerre qui continue de s'aggraver. Nous parlons maintenant de troupes de l'OTAN en Ukraine. Voyez-vous une fin à cela?
ou sommes-nous condamnés à une 5e guerre générale en Europe en 400 ans? A fifth general war in Europe in 400 years? Well, I hope we're not doomed to a war. I hope common sense will prevail. Eh bien, j'espère que nous ne sommes pas condamnés à une guerre. J'espère que le bon sens prévaudra. Voyons ce qui se passe. Le plus grand facteur qui influencera ce qui se passe en Ukraine est, je déteste l'admettre, l'élection présidentielle américaine plus tard cette année. Cela aura probablement la plus grande influence sur la trajectoire de la guerre en Ukraine. Le défi en Ukraine a toujours été ce choix entre la guerre et la paix. Pour paraphraser légèrement le célèbre roman de Léon Tolstoï, l'Occident a activement évité la guerre avec la Russie. They've actively avoided war, with Russia. We've essentially kind of sponsored a proxy conflict. Nous avons essentiellement parrainé un conflit par procuration en Ukraine, en fournissant des armes et des munitions. Malgré les commentaires de Macron sur les troupes et les commentaires de David Cameron sur les missiles Storm Shadow utilisés en Russie, nous avons toujours évité de déployer des troupes de l'OTAN en Ukraine parce que nous ne voulions pas être entraînés dans ce conflit. D'un autre côté, nous ne voulions pas non plus la paix. Nous n'avons pas vraiment voulu nous réengager dans un processus qui mènerait à la résolution des défis entre la Russie et l'Ukraine à long terme. Cela inclut de parvenir à un certain consensus et compromis sur le Donbass et la Crimée, ainsi que sur les 2 autres oblasts que la Russie a saisis depuis le début de la guerre. Tout ce que nous avons fait a évité la possibilité de négociations directes avec Poutine, que nous voulons annuler. Nous n'aimons pas Poutine, ne parlons pas à Poutine. Sanctionnons absolument tout ce qui est lié à la Russie et excluons la Russie de tout. Toutes nos actions indiquent que nous ne voulons pas non plus la paix. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui est une sorte de guerre par procuration en Ukraine, un conflit horrible et d'usure. L'Ukraine est, franchement, le plus grand perdant dans cette situation. La Russie se sent toujours menacée et nous ressentons toujours le besoin de vaincre la Russie. Donc, personne ne gagne dans cette situation. To defeat Russia, so nobody's winning in this situation.